Je pense qu'on va enchaîner par la thématique d'aujourd'hui. Mais avant tout, je me présente moi-même. Donc, je suis le professeur Mkim El Mounir. Donc, je suis enseignant chez l'Université Hassan I de Stade et plus précisément à l'Institut supérieur des sciences de la santé. Donc, c'est un institut actif dans le domaine de formation des sciences de la santé. Donc, à savoir la physique médicale et l'imagerie médicale. Bien sûr, euh, j'étais invité par docteur Cédric, il m'a invité et on a discuté un petit peu. Au moment de cette discussion, il m'a proposé d'organiser un webinaire dans le sens de savoir les risques liés à l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales. Mais bon, donc moi, actuellement, j'occupe le poste d'un professeur universitaire, mais avant, bien sûr, d'arriver à ce poste, euh, j'ai travaillé dans des hôpitaux en tant que manipulateur et en tant que physicien médical. Ça veut dire que j'ai assez d'expérience pour essayer un petit peu de lier les concepts fondamentaux de la physique et bien sûr les applications au niveau du milieu hospitalier. Bien sûr, cette présentation, elle s'articule autour de la radioprotection en milieu hospitalier. Donc, on va s'intéresser juste à la radioprotection médicale, ça veut dire l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales. Et on ne va pas, bien sûr, parler de ce qu'on appelle la radioprotection industrielle ou bien la radioprotection de l'environnement ou bien d'autres choses. Donc, on va se focaliser juste sur la radioprotection dédiée, bien sûr, à la protection contre les rayonnements ionisants utilisés à des fins médicales. Bien sûr, le plan que je vais bien sûr suivre pendant cette présentation. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Donc, par la suite, je vais euh, énumérer ce qu'on appelle les grandeurs dosimétriques de l'irradiation médicale. Donc, sur le vaisseau, ou bien l'irradiation, que ce soit pour le patient, que ce soit pour le travailleur, que ce soit pour le public, on doit savoir quelles sont les grandeurs dosimétriques qui décrivent cette irradiation. C'est bon. Donc, par la suite, on va enchaîner par les dégâts ou bien les effets biologiques des rayonnements ionisants. Donc, ça veut dire quand un rayonnement ionisant, il va déposer son énergie au niveau des tissus biologiques, donc quels sont les phénomènes biologiques qui vont se dérouler. C'est bon. Donc, par la suite, on va parler un petit peu sur les types d'exposition. Donc, les types d'exposition rayonnement ionisant. Donc, on a plusieurs classifications. On va les citer, bien sûr, en détail. Par la suite, on va parler du socle de cette présentation, de ce qu'on appelle les principes ou bien les fondements de la radioprotection. C'est bon, donc, les fondements de la radioprotection ou bien les principes sur lesquels on se base ou bien sur lesquels on développe des méthodes et des moyens pour se protéger contre les rayonnements ionisants. Donc, par la suite, on va spécifier quels sont les moyens, les méthodes et les techniques utilisées pour la radioprotection des travailleurs en milieu hospitalier, la radioprotection des patients et la radioprotection, bien sûr, du public. On va parler du public dans le milieu hospitalier parce que dans pas mal de services, on aura la possibilité que un individu, bien sûr, bien un accompagnant d'un patient, on doit le protéger. Soit elle sera à côté du patient lors de l'examen, soit elle sera bien sûr dans une salle d'attente. Donc, il faut avoir les normes de protection. Et par la suite, on va clôturer par les limites, les limites de dose, d'exposition au rayonnement ionisant. Ça veut dire quel est le niveau de dose à ne pas dépasser pour les travailleurs. Donc, on va voir est-ce que les patients ils ont un niveau de dose qu'il ne faut pas dépasser et aussi le niveau d'exposition pour le public. C'est bon. Donc, comme introduction, on va définir en premier temps les rayonnements. Donc, ces rayonnements, on utilise à des fins médicales, que ce soit pour le traitement ou bien pour
soit pour le traitement, soit pour le diagnostic. Donc, on a pratiquement deux types de rayonnements dans la nature. On a ce qu'on appelle donc, les rayonnements donc, ionisants et les rayonnements non ionisants. Donc, pour les rayonnements ionisants, donc, c'est la partie de rayonnement qui nous intéresse parce que ce sont les rayonnements donc, les plus utilisés dans le domaine médical. Donc, les rayonnements ionisants, ils sont de type, soit ce qu'on appelle les rayonnements donc, électromagnétiques ou bien les rayonnements particulaires ou bien les rayonnements sous forme de particules. Donc, la différence entre les rayonnements électromagnétiques et les rayonnements particulaires, c'est que les rayonnements particuliers, ils ont une charge. C'est bon? Donc, ils ont une charge, ils ont une masse. C'est bon? Donc, et les rayonnements donc, électromagnétiques, ionisants électromagnétiques, ils n'ont ni de charge ni de masse. Donc, par contre, les rayonnements particuliers, ils ont une charge, ils ont une masse. Donc, à l'exception, bien sûr, des neutrons. Donc, les neutrons, ils ont une masse, mais n'ont pas de charge. Mais ça rentre dans la classification, bien sûr, des rayonnements ionisants particuliers. Donc, exactement, donc ces rayonnements ionisants, donc, soit particuliers, soit électromagnétiques, on les utilise dans le domaine médical, donc généralement, soit à des visées donc, de traitement, soit à des visées donc, de diagnostic. Donc, comment on définit donc, un rayonnement ionisant? Donc, un rayonnement ionisant, c'est un rayonnement donc, qui est capable d'arracher un électron ou bien plusieurs électrons de la matière. Ça veut dire c'est un rayonnement qui est capable de déstabiliser ce qu'on appelle l'architecture atomique. C'est bon. Donc, l'atome, il est constitué d'un noyau et des électrons qui gravitent. Donc, le rayonnement ionisant, donc, il est capable d'arracher un ou plusieurs électrons. Donc, dans ce sens, il a la capacité donc, de déstabiliser l'architecture donc, atomique. Donc, pour les types, donc, de façon générale, on a deux types d'exposition donc, au rayonnement ionisant. Donc, on a ce qu'on appelle donc, l'exposition naturelle ou bien l'exposition artificielle. Donc, l'exposition naturelle, donc, c'est l'exposition au rayonnement ionisant, donc, qui sont dues soit ce qu'on appelle au rayonnement tellurique, au rayonnement cosmique, donc, au rayonnement qui existe dans bien sûr, les types d'alimentation, ou bien dans le radon. Donc, le radon, par exemple, en France, donc, donc la communauté ou bien les habitants de France, ils souffrent d'un problème majeur qui est donc l'exposition au radon. C'est bon. Donc, et la partie qui nous intéresse, c'est l'exposition artificielle, donc parce que l'exposition donc naturelle, dans la majorité des cas, donc reste à des niveaux donc qui ne peuvent pas engendrer bien sûr des dégâts biologiques, mais par contre, l'exposition donc artificielle, ça représente donc la grande part donc, de l'exposition. Donc la grande part de l'exposition de la population, elle est due principalement à l'exposition artificielle et plus précisément à l'irradiation ou bien l'exposition médicale. Donc, pour les sources donc, de rayonnement, donc, on a pratiquement deux types de sources. Donc, soit les générateurs électriques de rayonnement, donc, ce sont donc les sources les plus utilisées dans le domaine médical. Donc, généralement, donc, on parle des tubes à rayons X, donc, on utilise dans les services de radiologie donc, et les accélérateurs de particules qu'on utilise dans les services de radiothérapie et les sources radioactives. Les sources radioactives, donc on a deux types de sources, soit les sources scellées, soit les sources non scellées. Donc, scellées et non scellées sont en rapport avec, bien sûr, les conditions donc, de conservation de ces sources. Est-ce que ces sources sont dans les conditions normales, on ne peut pas prévoir la dispersion de la radioactivité ou non. Donc, généralement, ces sources scellées et non scellées, donc on les utilise au niveau de la médecine nucléaire. Donc, pour les applications donc, pacifiques des rayonnements ionisants, donc, soit elles sont appliquées, bien sûr, dans l'industrie, dans la recherche scientifique, et donc le volet qui nous intéresse, c'est l'exposition, bien sûr, ou bien l'application au niveau médical. Donc, pour l'application au niveau médical, donc, on a deux applications majeures, donc, soit dans le sens donc, de diagnostic,
soit dans le sens, bien sûr, de thérapie. C'est bon. Donc, pour le sens de diagnostic, donc, ils sont destinés généralement au service d'imagerie médicale, donc soit la médecine nucléaire, soit, bien sûr, les services de radiologie, donc, ou, bien sûr, pour la thérapie, donc, soit aussi en médecine nucléaire, parce qu'il y en a un volet de l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales en médecine nucléaire, généralement, donc, pour le traitement des cancers de la thyroïde, et bien sûr, en radiothérapie, où on utilise bien sûr les accélérateurs de particules donc pour produire soit des rayons X, soit des électrons, soit des protons, donc pour traiter des cancers. Donc, euh, donc ça, c'est bien sûr les différentes bien sûr, applications dans le domaine médical. Donc, soit bien sûr en imagerie, soit en thérapie. Donc, en imagerie, donc, généralement, on utilise les accélérateurs ou bien les générateurs de particules ou bien les générateurs de rayonnement, générateurs électriques de rayonnement, soit on utilise des sources scellées ou bien non scellées, soit pour le diagnostic, soit pour la thérapie. Donc, pour les grandeurs donc, dosimétriques donc, qui caractérisent les radiations médicales. Donc, généralement, donc, lorsqu'on a un faisceau de rayonnement, c'est un ensemble de rayonnement, c'est un faisceau de rayonnement. Donc, lorsque ce faisceau de rayonnement va interagir avec donc, les tissus biologiques, il faut qu'on a grandeur dosimétrique, donc par lesquelles, bien sûr, caractériser on va caractériser donc, cette interaction ou bien ce dépôt d'énergie. Parce que donc, l'interaction entre un faisceau de rayonnement donc, et un milieu biologique, donc le résultat de ça, c'est un dépôt d'énergie. Bien sûr, un dépôt d'énergie, c'est soit dans le volet, bien sûr, de l'imagerie, soit dans le volet de thérapie, toujours on a le dépôt d'énergie. Et ce dépôt d'énergie, il faut le caractériser. Donc, comment le caractériser? C'est à travers les grandeurs dosimétriques. Donc, les grandeurs dosimétriques, on a pratiquement trois grandes grandeurs dosimétriques, ou bien trois grands types de grandeurs dosimétriques. Donc, on a les grandeurs donc, physiques, donc les grandeurs de protection et les grandeurs, bien sûr, opérationnelles. Donc, pour les grandeurs physiques, on a l'affluence. Donc, l'affluence, c'est le nombre de particules par unité de surface. Donc, le kerma, donc, c'est l'énergie cinétique, donc des particules chargées générées par les particules non chargées. Et la dose absorbée, c'est la quantité d'énergie déposée au niveau des tissus biologiques par unité de masse. Donc, généralement, l'unité de la dose absorbée, c'est le gré. Donc, pour les grandeurs de protection, et donc, bien sûr, ces grandeurs de protection sont définies par la Commission internationale de protection radiologique. On va voir tout à l'heure quelles sont les instances actives en matière de radioprotection, donc surtout les instances internationales. Donc, les grandeurs de protection, donc, puisque voyez le mot protection, donc généralement ces grandeurs, on les utilise donc, fréquemment donc, pour une description donc, de l'irradiation soit des travailleurs, soit du public, soit donc, des patients. Donc, à travers donc, ces grandeurs de protection, pour définir donc, trois concepts, donc, soit la dose équivalente, soit la dose efficace, soit la dose absorbée à l'organe. Donc, quelle est la différence entre, bien sûr, les grandeurs physiques et les grandeurs de protection? Donc, et plus précisément, donc, la différence entre la dose absorbée et la dose efficace et la dose équivalente. Donc, lorsqu'on caractérise donc, le dépôt d'énergie donc, au niveau des tissus biologiques, donc, avec la dose absorbée, donc, on ne s'intéresse pas à la nature de rayonnement et on ne s'intéresse pas à la radiosensibilité des tissus. Donc, avec ces deux grandeurs de protection qui sont donc, la dose équivalente et la dose, bien sûr, efficace, donc, on va tenir en compte donc, les deux, bien sûr, facteurs, donc, qui sont la nature de rayonnement et, bien sûr, la radiosensibilité de tissu. Parce que lorsqu'on parle d'une irradiation avec les électrons, bien avec les protons, ou bien avec les alphas, ou bien avec les photons X, ou avec les rayons X, bien sûr,
il y en a une grande différence parce que chaque type de rayonnement, il a ses propres caractéristiques. Donc, et du coup, donc la dose absorbée donc, peut-être sera la même, mais la dose équivalente et la dose efficace, bien sûr, ne seront pas les mêmes. Donc, tout simplement parce que euh, lorsqu'on parle de la dose équivalente et la dose efficace, on va introduire le type ou bien l'impact de la nature de rayonnement et l'impact, bien sûr, de la radiosensibilité de tissu. Donc, pour la dose équivalente, c'est une grandeur de protection donc, qui traduit ce qu'on appelle la nocivité d'un rayonnement. Donc, par exemple, à dose absorbée égale, par exemple, entre les protons et les photons, donc, si on a par exemple 20 mg donc, de 20 mg donc, de dose absorbée donc, de photons et 20 mg de dose absorbée des protons, donc en termes de dose équivalente, on aura une grande différence parce que donc, la dose équivalente pour les protons sera plus élevée, donc, tout simplement parce que le facteur de pondération radiologique WR il traduit la nocivité de rayonnement, donc est égal à 20 pour les protons, est égal à 1 pour les photons X et gamma. Donc, ça veut dire, lorsqu'on utilise la même dose absorbée, par exemple 1 mg, avec les protons, on aura 20 mg en dose équivalente, et avec, bien sûr, les photons, on aura seulement 1 mg. C'est bon. Donc, pour la dose efficace, on va introduire un nouveau concept autre que, bien sûr, le facteur de pondération radiologique WR. Donc, on va introduire donc, un facteur qui traduit la radiosensibilité, bien sûr, des tissus. C'est bon. Donc, WT, c'est le facteur de pondération tissulaire. Donc, elle traduit la radiosensibilité de tissu. Ça veut dire que chaque tissu, bien la différence, bien les différences biologiques bien les différences de constitution biologique donc, des tissus, donc bien sûr, elle va impacter les réactions biologiques vis-à-vis un rayonnement. Donc, ça veut dire, on va prendre deux tissus, tissu 1 et tissu 2, donc on va les irradier avec la même dose. Donc, généralement, avec la même dose, on aura des dégâts biologiques qui sont différents, tout simplement parce que le tissu 1, il est différent au tissu 2, donc en matière de constitution. L'unité donc de la dose équivalente et de la dose efficace, c'est le sievert. Pas donc, du grès, mais c'est le sievert. Donc, pour les grandeurs, bien sûr, pour les grandeurs opérationnelles, donc les grandeurs opérationnelles, donc la chose importante qu'il faut savoir, c'est que les grandeurs de protection ce sont des grandeurs qui sont calculables. Donc, on ne les mesure pas. Et bon, donc, ces grandeurs de protection sont calculées. Donc, on trouve du mal à les utiliser, bien sûr, pour quantifier les radiations donc, du personnel, surtout l'exposition des travailleurs. Donc, on trouve du mal donc, pour quantifier, bien sûr, ces grandeurs. Mais ce problème, bien sûr, on va le surmonter grâce à l'utilisation des grandeurs opérationnelles. Donc, ces grandeurs opérationnelles, ce sont des grandeurs qui estiment les grandeurs de protection. Par exemple, l'équivalent de dose individuelle, l'équivalent de dose ambiant et l'équivalent de dose directionnelle, ce sont des grandeurs ou bien des bons estimateurs, ou bien des estimateurs majorant des grandeurs de protection pour les rayonnements fortement et faiblement, bien sûr, pénétrants. C'est bon? Donc, ces grandeurs donc, de protection, on les utilise pour caractériser donc, euh, donc l'effet des rayonnements ionisants au niveau des tissus biologiques, mais donc, l'inconvénient, c'est que ces grandeurs de protection, on ne peut pas les mesurer. Donc, par contre, donc, ce sont des grandeurs qu'on bien sûr les calcule, mais les grandeurs opérationnelles, on peut les mesurer à l'aide des détecteurs, généralement donc des dosimètres donc, dédiés, mais ces grandeurs donc, opérationnelles, on les mesure juste pour avoir donc, la possibilité d'estimer les grandeurs de protection.
Donc, ce schéma résume bien sûr les, soi-disant, donc les grandeurs physiques, les grandeurs de protection et les grandeurs opérationnelles, et bien sûr la relation entre ces différentes grandeurs dosimétriques, donc, qui sont très utilisées bien sûr en radioprotection et qui permettent la quantification bien sûr de l'irradiation pour un individu. Donc, pour les grandeurs, par exemple, euh, physiques, donc sont mesurables, les grandeurs opérationnelles sont mesurables, par contre, les grandeurs sont non mesurables. C'est bon, mais elles sont estimées, bien sûr, à partir des grandeurs opérationnelles. Maintenant, donc, on va parler un petit peu sur les dégâts donc, biologiques ou bien les effets biologiques des rayonnements ionisants. Donc, il y en a, bien sûr, toute discipline donc, qui s'intéresse à l'étude des effets donc, de rayonnement ionisant donc, sur la matière biologique. Donc, ces effets, bien sûr, néfastes donc, des rayonnements ionisants sur la matière biologique, donc, on les étudie grâce donc, à une discipline qui s'appelle la radiobiologie. Donc, la radiobiologie, c'est une discipline donc, qui s'intéresse à l'étude des effets donc, des rayonnements ionisants sur la matière biologique. Donc, les effets donc, biologiques des rayonnements ionisants, donc, comme petite définition, c'est l'ensemble des effets donc, néfastes causés par les rayonnements ionisants au niveau des tissus biologiques. C'est bon, ça veut dire, lorsqu'on irradie un patient, donc, que ce soit dans le sens donc, de traiter une tumeur, par exemple, ou bien d'avoir une image radiologique en imagerie médicale, donc, ou bien lorsque un travailleur donc, s'expose au rayonnement ionisant. Quels sont donc, les phénomènes biologiques, bien sûr, qui vont se dérouler au moment d'une irradiation de façon globale, soit pour un traitement, soit pour un diagnostic, soit dans le cadre d'une exposition, bien sûr, professionnelle. Donc pour donc, euh, les effets, pratiquement, on a deux effets des rayonnements ionisants sur la matière biologique. Donc, on a ce qu'on appelle donc, l'effet donc, direct, c'est bon, et l'effet indirect. Donc, l'effet direct et indirect, donc, généralement, ça concerne l'effet des rayonnements ionisants sur la matière, donc, ou bien sur la molécule génétique, c'est généralement donc l'ADN, puisque donc, le risque des rayonnements, c'est l'impact de ces rayonnements, ou bien l'impact de l'énergie déposée sur, bien sûr, les séquences, bien sûr, de la molécule génétique ADN. C'est bon. Donc, généralement, la molécule cible donc, des rayonnements ionisants, bien sûr, c'est la molécule ADN, bien la molécule génétique ADN. C'est bon. Donc, comment ces rayonnements donc, vont agir sur, bien, vont impacter donc, cette molécule génétique? Donc, c'est généralement par un effet direct ou bien par un effet indirect. Donc, on va expliquer un petit peu donc, la différence entre les deux effets. Donc, bien sûr, en se basant sur les deux schémas donc, figure sur cette présentation. Donc, l'effet, bien sûr, direct. L'effet direct, généralement, c'est l'interaction de rayonnement ionisant de façon directe avec les séquences de l'ADN. Ça veut dire on aura donc l'ADN généralement donc il est composé donc l'ADN donc il est généralement composé donc de deux brins d'ADN. Donc il est composé généralement de deux brins d'ADN. Donc ces deux brins d'ADN sont des séquences génomiques. Donc le rayonnement ionisant donc lorsqu'il dépose donc son énergie au niveau donc de ces séquences donc génétiques, donc il va causer ce qu'on appelle des cassures. C'est bon. Donc des cassures au niveau des brins d'ADN. Donc ces cassures, est-ce que ces cassures seront donc sur un seul brin ou bien sur deux brins? Donc lorsqu'on a bien sûr des cassures sur un seul brin, donc dans ce cas, on aura la possibilité, ou bien le système génétique, il a la possibilité de réparer les dégâts. C'est bon. Donc, dans cette phase de réparation des dégâts, on aura aussi deux possibilités. Est-ce que la réparation donc, de cette cassure simple brin, est-ce que ce sera bien sûr une réparation qui est fidèle? C'est bon. Ça veut dire une réparation fidèle, ça veut dire on va bien sûr transcrire la même séquence génétique donc, qui a été bien sûr
existantes avant. C'est bon? Donc, sinon, donc, on aura une fausse réparation. Donc, cette fausse réparation, donc, c'est la source de ce qu'on appelle les mutations génétiques. Et en ce moment-là, bien sûr, ou bien, le rayonnement a donné, bien sûr, le départ d'une mutation donc, qui peuvent se manifester par la suite par un processus cancérogène donc, qui peuvent amener, bien sûr, à des cancers, à des tumeurs. C'est bon. Donc, ça, c'est dans le sens de, d'une cassure simple brin, ça veut dire d'un seul brin. Dans le cas échéant, ça veut dire la cassure des deux brins. Donc, la cassure des deux brins, donc, elle est généralement, donc, cette cassure de deux brins, donc, elle sera accompagnée de la mort cellulaire. C'est bon? Ça veut dire l'ADN qui se trouve dans cette cellule. Donc, lorsqu'on le rayonnement, elle va causer la cassure des deux brins. Donc, ça veut dire on va atteindre la mort cellulaire. C'est bon. Donc, ça, c'est l'action directe. Ça veut dire, c'est le rayonnement qui va interagir de façon directe avec les séquences génomiques ou bien avec la molécule d'ADN. Par contre, dans le cas, donc, dans l'autre cas de l'effet indirect, donc, on aura la possibilité que le rayonnement ne va pas, bien sûr, interagir directement avec l'ADN, mais elle va interagir avec les molécules d'eau. Vous savez bien que l'organisme donc, est composé d'un grand pourcentage des molécules d'eau. Donc, ça veut dire que le rayonnement, donc, elle va interagir avec la molécule d'eau. Donc, au moment de cette interaction, donc, on aura un phénomène donc, qui s'appelle la radiolyse de l'eau. La radiolyse de l'eau, donc, c'est une sorte de cassure, donc des liaisons covalentes ou bien des liaisons chimiques entre les atomes de l'eau. Donc, et on aura la formation de ce qu'on appelle les radicaux libres. Donc, ces radicaux libres sont le résultat donc, de recombinaison de la radiolyse de l'eau. Donc, cette recombinaison donc, va générer généralement des radicaux libres. Et ces radicaux libres sont, dans la majorité des cas, donc, des éléments toxiques. Donc, ces éléments toxiques, donc, ils vont agresser donc, les constituants de la cellule, donc, soit le membrane cytoplasmique, soit le cytoplasme, soit les mitochondries, soit donc, la molécule donc, cible qui est donc, la D. C'est bon? Donc, et dans ce cas, soit on aura bien sûr des mutations, soit on aura la mort cellulaire. Donc, c'est en résumé, bien sûr, les effets biologiques des rayonnements ionisants au niveau des tissus biologiques. Donc, soit un effet direct, ça veut dire l'interaction directe avec la molécule d'ADN, ou bien un effet indirect, donc ça veut dire l'interaction des résultats de radiolyse ou bien des molécules résultantes de la radiolyse. Donc, pour l'action, pour la modélisation de l'action, donc le rayonnement ionisant donc, sur la matière biologique, donc généralement, il faut différencier, ou bien il faut distinguer entre deux effets donc, majeurs de l'irradiation médicale. Soit les effets, ce qu'on appelle les effets donc, déterministes, soit les effets stochastiques. Donc, les effets déterministes, ou bien les effets stochastiques, ou bien probabilistes, donc c'est une question donc, d'apparition des effets en fonction de la dose. Donc, pour les effets donc, déterministes, donc, les effets déterministes, ils ont un seuil. Donc, un seuil de dose pour l'apparition. Par contre, les effets stochastiques ou bien les effets probabilistes des rayonnements ionisants, ils n'ont pas de seuil, donc ils sont, donc la courbe, elle est linéaire. Donc ça veut dire que donc, le risque ou bien la probabilité de survenue des risques ou bien des effets, elle est linéairement dépendante, bien sûr, de la dose. Mais on ne connaît pas, le risque, c'est qu'on ne connaît pas le seuil comme, bien sûr, les effets déterministes. Donc, et ce point, donc, qui, bien sûr, qui reste une problématique majeure, bien sûr, de l'utilisation des rayonnements ionisants, surtout, bien sûr, dans le volet diagnostic. Donc, le volet diagnostic, on parle des faibles doses, donc, et on dit toujours couramment, donc c'est un message qui circule, donc c'est un message donc erroné, donc qui circule dans la plupart des cas,
Donc, ils disent que les faibles doses, ils ne génèrent pas un risque sur les tissus biologiques, mais bien sûr, en modélisant bien sûr les doses faibles, donc, le risque, c'est qu'on ne connaît pas donc, la probabilité de survenue de risque et on ne connaît pas le seuil, bien sûr, de survenue de ces risques. Et ça, c'est le problème majeur, bien sûr, de l'exposition, surtout dans les services d'imagerie médicale ou bien de radiodiagnostic. C'est bon. Donc, ça, c'est pour les effets stochastiques et les effets déterministes. Donc, pour les effets donc, stochastiques, donc, il apparaît, donc, ou bien leur probabilité augmente dans le temps et augmente avec la dose. Donc, les effets déterministes sont des effets qui sont précoces, ça veut dire, puisqu'ils sont conditionnés par un seuil, donc ça veut dire qu'ils sont précoces. Lorsqu'on atteint ce seuil, on aura l'apparition de ces effets. Donc, par contre, les effets stochastiques, donc, ils ne dépendent pas, donc, ils sont linéairement, donc l'effet est lié linéairement, bien sûr, avec la dose, mais ce sont des effets qui sont tardifs. Donc, ça veut dire qu'il apparaît donc, dans le temps ou bien au fur et à mesure dans le temps. Donc, pour l'exposition, bien sûr, dans le domaine de rayonnement, on a ce qu'on appelle l'exposition professionnelle. Donc, c'est une exposition dans le cadre, bien sûr, d'assurer une fonction. Par exemple, les manipulateurs de radiologie ou bien les médecins radiologues ou bien les médecins cardiologues dans le cadre de la cardiologie interventionnelle. Donc, leur type d'exposition, c'est une exposition professionnelle. C'est l'exposition dans le cadre, bien sûr, d'une fonction. Par contre, l'exposition, bien sûr, donc l'exposition médicale, donc c'est l'exposition des patients dans le cadre soit des examens, soit des séances de traitement. C'est bon. Donc le dernier type, d'exposition, donc c'est l'exposition. Pardon. Donc, pour les types d'exposition, donc on a trois types. Soit l'exposition dans le cadre, bien sûr, d'assurer une fonction, c'est l'exposition professionnelle. Donc, l'exposition médicale, c'est dans le cadre de bénéficier d'un examen donc, de radiologie ou bien une séance de thérapie. Et l'exposition, bien sûr, le dernier type d'exposition, ou bien le dernier type d'exposition, c'est ce qu'on appelle l'exposition du public. Donc maintenant, donc on va aborder bien sûr le volet donc de radioprotection, donc où on va bien sûr discuter donc quelles sont bien sûr les, les, les bases donc de la radioprotection, donc quels sont les principes de la radioprotection, qui sont les qu'on utilise pour se protéger contre les rayonnements ionisants. Donc la radioprotection, donc, comme définition, donc c'est la discipline qui coordonne bien sûr les recherches, les travaux et les techniques donc, concernant les moyens de prévenir et les effets néfastes des rayonnements ionisants. Ou bien une autre définition, donc c'est l'ensemble des mesures prises pour protéger les travailleurs, les patients, donc le public et l'environnement, bien sûr, des dangers des rayonnements ionisants, tout en permettant bien sûr leur utilisation. Donc, la radioprotection, donc c'est une discipline qui permet bien sûr la protection donc, des travailleurs, des patients, du public et l'environnement, et bien sûr, tout ça tout en permettant bien sûr l'utilisation de ces rayonnements ionisants. Donc, en milieu hospitalier, puisque cette présentation, bien sûr, webinaire est organisée dans le sens donc d'énumérer les règles de radioprotection dans le domaine hospitalier. Donc, les services concernés par la radioprotection donc, dans un hôpital, donc, on a le service de radiologie, le service de médecine nucléaire, le service de radiothérapie, le service donc, de bloc opératoire, donc parce que généralement, au bloc opératoire, on dispose des amplificateurs de brillance et les salles, bien sûr, de cathétérisme en cardiologie. Donc, pour la radioprotection en milieu hospitalier, ou bien généralement, la radioprotection concerne
donc les patients, donc les travailleurs, le public et l'environnement. Donc, pour la radioprotection, bien sûr, des travailleurs donc, et au niveau hospitalier, donc ça concerne généralement donc, les manipulateurs en imagerie médicale, donc les médecins, soit les médecins radiologues, les chirurgiens, traumatologues, les chirurgiens pédiatres, les cardiologues, les radiothérapeutes, les médecins spécialistes en radiothérapie, en médecine nucléaire, et bien sûr, enfin, on a les infirmiers, bien sûr, qui sont aussi concernés par la radioprotection. Pourquoi? Parce que les infirmiers donc, sont présents toujours au niveau du bloc opératoire, au niveau des salles de cathé, donc ils sont face à un risque potentiel de l'exposition donc, aux rayonnements ionisants. Donc, il faut que même les infirmiers doivent être, bien sûr, sensibilisés sur les risques et savoir, bien sûr, les moyens basiques pour se protéger contre, bien sûr, les rayonnements ionisants. Donc, pour les règles donc, de radioprotection, donc une règle importante, c'est que la radioprotection, ou bien les normes, ou bien les règles de radioprotection, ne s'appliquent pas de la même façon, ou bien de la même manière aux patients, aux travailleurs, au public. Donc, ça veut dire que les règles, ou bien les principes, ou bien les techniques de radioprotection donc, ne s'appliquent pas de la même façon, bien sûr, ne s'appliquent pas de la même façon pour les patients, pour les travailleurs et pour le public. Donc, avant, bien sûr, d'attaquer donc, les principes de radioprotection, on va parler un petit peu sur le contexte donc, international donc, de radioprotection. Donc, ça, on va bien sûr on va parler sur ça à travers, bien sûr, la présentation des différents acteurs ou bien des différentes instances internationales de radioprotection. Donc, les instances actives en matière de radioprotection donc, au niveau international. Donc, on a pratiquement donc, l'agence, donc la première instance, c'est l'Agence internationale donc, de l'énergie atomique, donc, la Commission européenne, donc, le Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des sources et des rayonnements donc, ionisants, donc l'UNSCER, la Commission internationale de la protection radiologique, la Commission internationale des unités et des mesures, l'Association internationale de la radioprotection et bien sûr l'Organisation mondiale de la radioprotection. Mais les instances donc, qui sont en relation étroite bien sûr avec la radioprotection, donc je cite donc l'AIOA, l'Agence internationale de la radioprotection, de l'énergie atomique, donc la Commission internationale de protection radiologique et la Commission internationale des unités et des mesures. Donc, pourquoi ces instances en particulier? Donc, tout simplement parce que ces instances sont les instances responsables de la production donc, périodique donc, des rapports, donc, des études scientifiques sur la base, bien sûr, l'exposition, que ce soit des travailleurs, que ce soit des patients, que ce soit bien sûr des publics ou bien aussi l'exposition aux rayonnements ionisants au niveau de l'environnement. Donc, ça, c'est un type, bien sûr, des rapports. Donc, pour donc, le socle, bien sûr, de la radioprotection, les fondements de la radioprotection, on trouve généralement ce qu'on appelle les principes de la radioprotection. Donc, les principes de la radioprotection, il y en a pratiquement trois. Donc, trois principaux, bien sûr, principes de la radioprotection, donc, qui sont donc, la justification, donc, l'optimisation, la limitation des doses. Donc, ces principes, pour ce qu'on a dit dans le précédent slide, donc, on a dit que les règles de la radioprotection ne s'appliquent pas de la même façon. Donc, et sur ça, donc, vous allez remarquer que au niveau de la justification, donc tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la justification? Donc, la justification, c'est le fait, donc c'est le fait de justifier l'acte de s'exposer au rayonnement ionisant. Donc, ça veut dire une exposition au rayonnement ionisant doit avoir un cadre, soit un cadre, par exemple, d'un examen radiologique,
soit un cadre, par exemple, la réalisation d'un examen radiologique par un travailleur, ou bien pour le public, par exemple, c'est un patient, ou bien c'est une personne du public qui va rester à côté d'un patient qui est, par exemple, instable au moment de la réalisation de l'examen. Ça, c'est la justification. Ça veut dire que l'acte de s'exposer au rayonnement ionisant doit être justifié. C'est bon. Donc, pour l'optimisation aussi, ça concerne donc les travailleurs, les patients et le public au milieu hospitalier. Donc, l'optimisation, c'est un principe qui se base sur la réduction, donc, ou bien l'optimisation de dose, soit reçue par les patients, soit reçue par les travailleurs, soit reçue par le public, pendant l'acte justifié, bien sûr, de l'exposition au rayonnement ionisant. Donc, ça veut dire qu'on doit optimiser l'exposition. Lorsque l'exposition est justifiée, on doit l'exposer. Ça veut dire qu'on doit maintenir l'exposition à un niveau donc, plus bas que raisonnablement possible. Et généralement, donc, le principe d'optimisation, donc, il est lié à un principe ou bien à une méthode qui s'appelle ALAR. Donc, ALAR, c'est as low as reasonably achievable. Donc, cette méthode implique que toutes les expositions au rayonnement ionisant doivent être maintenues le plus bas que raisonnablement possible. Ça veut dire un acte qui a été justifié, que ce soit pour un patient, pour un travailleur ou bien pour une personne de public. Lorsqu'on procède à l'acte de l'exposition au rayonnement ionisant, donc ça veut dire qu'il faut que cet acte soit justifié. Donc, et bien sûr, le dernier principe de la radioprotection, c'est ce qu'on appelle donc la limitation de la dose. Malheureusement, donc pour les patients, on n'applique pas ce principe. Donc, pour les travailleurs, pour le public, on applique les trois principes, mais pour, bien sûr, les patients, on applique juste les deux principes, ou bien les deux premiers principes qui sont donc, la justification et l'optimisation, et on n'applique pas la limitation de dose pour les patients. On va voir une façon, bien sûr, de limiter l'exposition, mais ce n'est pas une façon donc, qui définit une valeur exacte, mais c'est juste un indice sur l'exposition. On va le voir dans les prochains slides. Donc, pour la radioprotection donc, du patient. Pour la radioprotection du patient, donc, tout d'abord, on doit classifier plutôt les travailleurs. Donc, tout d'abord, on doit classifier les travailleurs donc, exposés au rayonnement ionisant. Donc, les travailleurs exposés au rayonnement donc, ionisant, donc ces travailleurs, donc, soit sont des travailleurs qui sont, ou bien des personnes qui sont directement affectées aux travaux sur rayonnement. Donc, c'est ce qu'on appelle couramment donc, les travailleurs de catégorie A, ou bien les personnes non directement affectées aux travaux sur rayonnement, ou bien la catégorie B. Donc, la catégorie A concerne les personnes impliquées directement sous travaux, bien sûr, ou bien impliquées à des travaux sur rayonnement. Donc, généralement, les manipulateurs de radiologie, donc les médecins cardiologues, donc, dans le cas de la cardiologie interventionnelle. Donc, ça, ce sont des personnes qui sont directement affectées aux travaux, ou bien aux travaux sur rayonnement. Donc, ce sont les personnes donc, de catégorie A. Donc, pour les personnes non directement affectées donc, ce travaux de rayonnement, c'est généralement donc, les infirmiers qui peuvent exister au niveau donc, des services de radiologie, donc les secrétaires, et ainsi de suite, les brancardiers donc, qui travaillent au niveau du service de radiologie. Donc, tout ça, on les classé au niveau de la catégorie B. C'est bon. Donc, premièrement, on a classé donc, les travailleurs. Maintenant, on va classer les types de radioexposition de travailleurs. Donc, on a une classification en fonction de la situation d'exposition. Est-ce que c'est une situation qui est programmée? Est-ce que c'est une situation d'urgence? Ou bien c'est une situation accidentelle? C'est bon. Donc, et on a une autre classification qui est en fonction de l'emplacement de la source. Donc, dans ce cas, on va classifier donc, soit l'exposition, bien sûr, interne, ça veut dire lorsque le rayonnement ou bien la source de rayonnement donc, se trouve à l'intérieur de l'organisme, ou bien
l'exposition externe lorsque la source existe, bien sûr, à l'extérieur de l'organisme. Donc, pour la classification en fonction, bien sûr, de la situation d'exposition, donc on a une situation programmée, donc, ça veut dire on sait bien qu'on va s'exposer au rayonnement ionisant, donc par exemple la réalisation d'un examen radiologique ou bien la réalisation d'une séance de thérapie par les rayonnements. Donc ça, c'est une situation programmée d'exposition. Donc lorsqu'on parle d'une situation d'urgence, situation qui va venir donc de façon donc inattendue. Donc par exemple, donc, je cite un exemple donc fréquemment donc rencontré dans les services de curithérapie. Donc parfois donc, dans la curithérapie on utilise des sources donc scellées, donc des projecteurs de sources. Donc parfois ces projecteurs de sources, on se trouve devant une situation où les sources vont rester bloquées à l'extérieur des projecteurs. Et ça devient bien sûr une situation d'urgence. Donc, c'est une exposition dans une situation d'urgence. Pour l'exposition donc, accidentelle, c'est une exposition où vous allez, par exemple, une personne de public ou bien un travailleur, il va rentrer dans la salle au moment, bien sûr, de l'irradiation. Ça, c'est une situation accidentelle. Donc, pour, bien sûr, la radioprotection donc, des travailleurs, donc les trois techniques donc, de protection contre, bien sûr, l'exposition externe, donc contre l'exposition externe, donc on a trois techniques principales. Donc, on se base sur donc, le facteur distance, sur le facteur temps et sur le facteur écran, ou bien ce qu'on appelle les normes de blindage, ou bien des écrans qui sont prêts à être utilisés, ça veut dire des écrans mobiles. Donc, pour le facteur, bien sûr, distance. Donc, tout en s'éloignant, bien sûr, de la source, bien sûr, le début de dose obéit à la loi, ce qu'on appelle la loi de l'inverse carré de la distance. Donc, un petit exemple. Donc, quand la distance double entre la source et l'opérateur, donc le début de dose est diminué d'un facteur de 4. C'est bon. Donc, pour le deuxième facteur, c'est le facteur temps. Donc, plus la durée d'exposition, bien sûr, au rayonnement ionisant donc, est faible, bien sûr, plus sera la dose, ou bien plus sera la dose reçue par le travailleur sera bien sûr faible. Donc, généralement, pour faire ça, il faut suivre, bien sûr, des consignes. Généralement, il faut réunir tout le matériel nécessaire avant de commencer l'expérience. Il faut simuler préalablement la manipulation, mesurer le temps d'expérience et déterminer le débit de dose susceptible d'être absorbé. Donc, le dernier facteur donc, qui permet donc, de protéger les travailleurs, c'est le blindage. Donc, le blindage, généralement, donc, le blindage donc, se diffère d'un service à l'autre, bien sûr en fonction des dimensions de la salle, en fonction de l'architecture du service et en fonction de la nature du service. Donc, le blindage au niveau du service de médecine nucléaire, donc, ça reste différent du blindage au niveau. Donc, le principe, ça reste le même, mais les moyens donc, pour se protéger en se basant sur les écrans se diffèrent d'un service à l'autre en fonction de la nature des sources utilisées et en fonction, bien sûr, de dimensions les dimensions et l'architecture, bien sûr, des services. Généralement, lorsqu'on s'intéresse à se protéger contre les alphas, donc les alphas ne présentent aucun risque parce qu'ils sont atténués par un simple papier. Donc, les bêtas, ou bien les électrons, ou bien les positrons sont arrêtés, donc tout simplement par le plexiglas. Les rayons X donc, et le rayon gamma utilisent généralement donc, le plomb, mais le problème avec les rayons gamma, c'est que on ne peut pas les arrêter, mais on peut juste les atténuer puisqu'ils n'ont pas ni de masse ni de charge. Donc, pour les neutrons, on utilise généralement donc, le béton. Donc, pour la radioprotection donc, des travailleurs, dans le cas de l'exposition interne, ça veut dire la contamination radioactive, ça veut dire la source existe au niveau à l'intérieur de l'organisme. Donc, ce type d'exposition, donc, il existe généralement
au niveau des services de médecine nucléaire. Donc, le risque de contamination interne ou bien de contamination radioactive, donc généralement, c'est un risque potentiel au niveau des services de médecine nucléaire. Donc, lorsque l'exposition devient donc le facteur temps, on va le garder. Le facteur distance, c'est un facteur qu'on ne va pas, bien sûr, exploiter pour protéger. Et donc, facteur temps et le facteur écran, aussi le facteur écran, on ne va pas, bien sûr, l'utiliser. Donc, pour la contamination radioactive, donc, elle est définie réglementairement comme étant la présence indésirable à un niveau significatif de substances radioactives à la surface ou bien à l'intérieur de l'organisme. Donc, lorsque le radioélément ou bien la source de rayonnement se trouve à l'intérieur de l'organisme, d'ailleurs, les voies d'administration de rayonnement ionisant ou bien des sources radioactives au niveau de l'organisme, soit par ingestion, c'est-à-dire on injecte, c'est donc faire rentrer par la bouche, donc soit inhalation, c'est par le nez, soit par généralement par les blessures, ce qu'on appelle la voie transparente. Et bien sûr, toute source qui va rentrer par ces voies, elles doivent suivre, bien sûr, la circulation générale et doivent suivre les voies d'élimination ordinaires, donc, à savoir l'élimination rénale, donc l'élimination par la sueur, l'élimination, par exemple, par la vapeur, à travers le système respiratoire et, bien sûr, l'élimination par les liquides biologiques. Donc, et du coup, les moyens de protection contre l'exposition interne, ça veut dire la présence indésirable d'une source de rayonnement, donc se fait par le biais, bien sûr, de l'exploitation des caractéristiques physiques du radioélément de cette source. Généralement, on doit savoir les caractéristiques de cette source, ça veut dire la période physique et la période biologique. Et la combinaison de ces périodes, donc la période physique, c'est le temps nécessaire pour la désintégration de la moitié de l'échantillon, et bien sûr, la période biologique, c'est le temps nécessaire pour l'élimination biologique de cette source. Et bien sûr, la chose importante en radioprotection, c'est que l'élimination biologique, on peut l'inciter, on peut la favoriser, bien sûr, en exploitant, bien sûr, des phénomènes biologiques. Par exemple, pour éliminer par voie rénale donc, une source radioactive, donc, généralement, on demande aux travailleurs de boire beaucoup d'eau. C'est bon. Donc, c'est une sorte de protection. Donc, pour les moyens, bien sûr, de protection donc, contre l'exposition interne, donc, il faut avoir donc, des moyens donc, qui vont vous protéger, donc les masques, les lunettes plombées, soi-disant, il faut utiliser des gants. Il ne faut pas travailler avec les mains nues. Il faut utiliser des gants pour se protéger ou bien pour diminuer le risque, bien sûr, d'avoir des sources radioactives au niveau des mains. Donc, une autre chose importante donc, pour la radioprotection des travailleurs, c'est le zonage radiologique. Donc, le zonage radiologique, c'est simple. C'est une sorte de classification des zones en fonction de l'emplacement des zones par rapport à la source. Donc, c'est une sorte donc, de zonage, c'est une sorte de classification des zones donc, en fonction bien sûr, de l'emplacement de ces zones par rapport au site ou bien à l'emplacement de la source. Donc, et du coup, c'est ce qu'on appelle le zonage radiologique. Donc, c'est une réalisation d'un balisage radiologique réaliste, visible, donc compréhensible et vérifié régulièrement est l'un des meilleurs garants de la sécurité, bien sûr, du personnel et du respect des limites réglementaires. Donc, pour ça, donc on a pratiquement les zones surveillées, les zones contrôlées, les zones contrôlées, donc jaune, verte, jaune, orange et rouge. C'est bon. Donc ça nous ramène au système de signalisation. Donc, le système de signalisation, donc c'est un système donc, qui permet donc
de mettre en place donc, des trèfles radiologiques avec des couleurs différentes en fonction de zones radiologiques. Donc, ces zones, ou bien ce système de signalisation, il permet aussi de réglementer l'accès, bien sûr, à ces zones. Donc, le système de signalisation donc, qui se base sur les trèfles radiologiques donc, permet généralement donc, de réglementer, bien sûr, l'accès aux zones radiologiques donc, qui sont définies donc, par la position par rapport à la source et généralement donc, de façon pratique. Donc, comment on réalise donc ce zonage radiologique? C'est par le biais, bien sûr, de mesurer les débuts de dose. Donc, le zonage radiologique il est effectué en se basant sur les débuts de dose. Donc, les débuts de dose il doit être donc, décroissant tout en s'éloignant, bien sûr, de la source. Donc, pour, bien sûr, les moyens utilisés pour la radioprotection des travailleurs, on a ce qu'on appelle soit donc les moyens ou bien les équipements de protection individuels. Donc, les équipements de protection individuels sont généralement donc, des blouses plombées, des lunettes plombées, des caches-gonades, des caches thyroïdes, des écrans mobiles, donc des écrans de plomb mobiles, donc des écrans donc qu'on utilise bien sûr au niveau des salles de bloc opératoire ou bien au niveau des salles de cardiologie interventionnelle, des visières donc à suspension, donc des visières plombées à suspension plafonnière, donc généralement utilisées pour la cardiologie interventionnelle. Donc tout ça, on les appelle les équipements de protection individuelle. Donc, les équipements utilisés donc, pour quantifier donc, les grandeurs dosimétriques qu'on a vues tout à l'heure. Donc, ces grandeurs dosimétriques, donc, on peut les mesurer grâce à un système donc, de détection. Donc, généralement, on les appelle les dosimètres ou bien les détecteurs. Donc, les dosimètres, donc, on a plusieurs types de dosimètres. Donc, on a généralement deux grands types. Donc, soit les dosimètres actifs, soit les dosimètres. Donc, pour les dosimètres actifs, c'est un type de détecteur, bien c'est un type de dosimètre qui permet d'afficher de façon instantanée donc, la dose reçue par le travailleur. Donc, par contre, les dosimètres passifs, ce sont des dosimètres qui permettent d'avoir, bien sûr, la dose, mais à ce qu'on appelle de façon à lecture différée. Ça veut dire par la suite, donc, bien, lorsque le travailleur va s'exposer pendant une durée, donc, par exemple, généralement d'un mois civil, par la suite, on va exploiter, bien sûr, les informations stockées au niveau de ce dosimètre. Et on a un type de dosimètres qui sont destinés, bien sûr, à lorsqu'on utilise donc, fréquemment donc, les mains dans la manipulation donc, des sources radioactives, on trouve généralement donc, des dosimètres qui sont adaptés et qui sont sous forme de plaques. Donc, pour les dosimètres passifs, les dosimètres actifs donc, qui permettent d'afficher donc, de façon simultanée et les dosimètres passifs. Donc, on a les dosimètres donc, passifs, donc les dosimètres passifs TLT qui se basent sur généralement donc les dosimètres passifs TLB, ils se basent sur le chauffage donc des dosimètres au moment de l'exploitation. Par contre, les dosimètres passifs OCL donc se basent généralement sur l'utilisation d'un faisceau de laser pour récupérer les informations stockées au niveau de ces dosimètres. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle la surveillance dosimétrique individuelle. Ça veut dire la mesure de la dose reçue par les travailleurs. Par contre, lorsqu'on veut mesurer ce qu'on appelle l'exposition ou bien la contamination interne, on utilise des appareils donc, dédiés à ça. Donc, généralement, ce qu'on appelle les contaminamètres, donc, qui permet de quantifier est-ce qu'on a, bien sûr, la radioactivité au niveau à l'intérieur du corps ou non. Ou bien, lorsqu'on veut établir un zonage, on utilise généralement ce qu'on appelle les radiamètres. C'est bon. Donc, ça, c'est grosso modo donc, les normes, donc les principes et les techniques de protection pour les travailleurs.
Donc, pour la radioprotection donc, des patients, donc la radioprotection des patients, donc généralement, donc, la radioprotection des patients, donc c'est la responsabilité donc, des praticiens qui utilisent les rayonnements ionisants, que ce soit donc, pour le diagnostic, que ce soit pour la thérapie. Donc, c'est l'opérateur ou bien c'est le praticien qui utilise le rayonnement ionisant qui est responsable de la protection ou bien qui est responsable de la radioprotection des patients. Donc, généralement, donc, l'exposition des patients dans le cadre des examens d'imagerie ou des séances de thérapie par les rayonnements ionisants. Donc, la radioprotection des patients repose sur le principe de justification, sur le principe d'optimisation. On n'a pas, bien sûr, des limites de dose pour les patients. Pourquoi? Parce qu'on cherche à atteindre un résultat pour le cas de traitement et on cherche à atteindre un objectif ou bien un diagnostic donc, avec les examens d'imagerie médicale. Donc, ça veut dire qu'on ne se contente pas d'une limite de dose, mais généralement, on optimise cette dose pour atteindre l'objectif qui est soit, bien sûr, le diagnostic, soit la thérapie. C'est bon. Mais à la place d'avoir des limites de dose, donc, ou bien à la place d'avoir le troisième principe, donc, qui est les limites de dose donc qui est les limites de dose pratiquement pour les patients, on va adopter un nouveau principe, bien une nouvelle méthode, c'est celle bien sûr de l'application des niveaux de référence diagnostiques pour les examens d'imagerie médicale, ou bien ce qu'on appelle couramment les NRT. Donc, pour les patients, on ne va pas avoir des limites de dose, ça veut dire on ne va pas appliquer le troisième principe de radioprotection, mais on aura des valeurs donc, qui représentent ce qu'on appelle un indicateur de risque de l'exposition des patients. Donc, ce n'est pas une limite de dose pour les patients, mais c'est un indicateur de risque de l'exposition des patients. Ça veut dire que lorsqu'on dépasse, bien sûr, cette limite ou bien cet indicateur, donc on aura soit un problème au niveau de la pratique, soit un problème au niveau, bien sûr, des protocoles. C'est bon. Donc, pour assurer, bien sûr, une approche de radioprotection du patient au sein du service d'imagerie médicale de radiothérapie, il faut avoir, bien sûr, une attitude de l'estimation des doses reçues par les patients. Il faut assurer l'équipement, bien sûr. Il faut assurer le contrôle qualité donc, des équipements qui produisent les rayonnements ionisants. Donc, il faut établir les comptes rendus dosimétriques parce qu'en radiologie, donc ça, il est omniprésent, par exemple, en Europe. Donc, on établit à côté donc, le compte rendu qui décrit l'état radio-anatomique, bien sûr, de la situation. Donc, on a ce qu'on appelle le compte rendu dosimétrique. Donc, le compte rendu dosimétrique, c'est tout simplement, bien sûr, c'est de rapporter donc, les indicateurs dosimétriques d'exposition du patient au niveau, bien sûr, du dossier de patient. Et bon, ou bien déterminer ce qu'on appelle les niveaux de référence diagnostique, donc au niveau local pour chaque centre. Donc, assurer les moyens matériels et logiciels pour la radioprotection des patients. Donc, actuellement, donc, on dispose, donc, au niveau des services de radiologie, on a les systèmes PACS. Les systèmes PACS, ce sont des systèmes qui permettent, bien sûr, d'afficher le système d'affichage et d'archivage et de communication des images médicales. À côté de ces systèmes PACS, actuellement, on a des sociétés qui commercialisent ce qu'on appelle les systèmes DAX. Donc, les systèmes DAX, ce sont des systèmes qui sont analogues, bien sûr, au système PACS, sauf qu'ils ne s'intéressent pas à l'image, mais ils s'intéressent, bien sûr, au compte rendu dosimétrique. C'est bon. Donc, les comptes rendus dosimétriques pour les patients, actuellement, ils sont gérés par un système donc, qui s'appelle le DAX. C'est le système d'archivage et de communication des doses et non pas des images. Donc, et enfin, avoir ce qu'on appelle un programme de radioprotection des patients. Il faut développer carrément pour chaque unité de radiologie des programmes de radioprotection pour les patients. Et bien sûr, le socle de tout ça, c'est avoir une politique ou bien une approche de formation continue en radioprotection du personnel, bien sûr, impliqué dans le processus donc, de prise en charge des patients donc, en utilisant les rayonnements ionisants.
que ce soit des médecins radiologues, que ce soit des radiothérapeutes, des infirmiers, des brancardiers, des femmes de ménage, par exemple, en médecine nucléaire. Même les femmes de ménage, on doit les former en matière de radioprotection au niveau des services de médecine nucléaire. Donc, ce schéma donc, montre donc, le niveau d'exposition donc, en imagerie médicale, bien sûr, entre la radiologie et la médecine nucléaire. Donc, les doses peuvent atteindre donc, jusqu'à 50 millisieverts, par exemple, dans la scintigraphie myocardique, ou bien un scanner abdomen donc, standard, ça atteint jusqu'à 10 millisieverts. Donc, 10 millisieverts, c'est une dose qu'on doit bien sûr utiliser, qu'on doit la gérer donc, pour une exposition dans le cadre d'un examen scanographique. Mais bon, donc pour donc le dernier type, donc c'est la radioprotection du public. Donc, puisqu'on parle bien sûr du public, donc la radioprotection du public, c'est un volet donc, très, très, très vaste. Donc, pourquoi? Parce que ça concerne donc, l'exposition artificielle, l'exposition naturelle. Donc, la radioactivité, donc, elle est omniprésente. Donc, la radioactivité, elle est omniprésente. Donc, dans les aliments qu'on mange, dans la nature, lorsqu'on voyage, par exemple, par trafic aérien donc, on reçoit donc, des doses de rayonnement. Donc, et du coup, il faut savoir les sources de rayonnement naturel, les sources artificielles. Donc, et puisque donc, cette présentation s'intéresse juste au milieu hospitalier, donc sans considérer bien sûr comme public en milieu hospitalier, ça veut dire que c'est généralement donc, les accompagnants des patients et généralement donc, les patients qui se trouvent dans les salles d'attente. Les patients qui se trouvent dans les salles d'attente, on les considère comme des publics ou bien les accompagnants des patients. Donc, ça, ils ont une limite réglementaire de dose efficace qui ne doit pas, bien sûr, dépasser 1 millisievert par an. Donc, pour les limites, donc on va clôturer par les limites. Donc, ça, ce sont les limites réglementaires d'exposition au rayonnement ISO. Les limites d'exposition, bien les limites réglementaires de dose donc pour la catégorie A, la catégorie B et le public. Donc, pour la dose efficace, donc pour la catégorie A, c'est 20 millisieverts. Pour la catégorie B, c'est 6 millisieverts. Et pour le public, c'est 1 millisievert. Pour la dose équivalente à la peau, donc c'est 500, 150, 50. Pour l'extrémité, c'est 500, 150. Et pour la dose équivalente au cristallin, c'est 150, 45 et 15. Donc, donc le cas particulier, pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Donc, les femmes enceintes, donc on va les considérer pendant la période de grossesse comme du public. Ils ne doivent pas dépasser, ou bien le fœtus ne doit pas dépasser 1 millisievert pendant, bien sûr, la durée de grossesse. Pour la femme allaitante, les femmes allaitantes, généralement, il faut les exclure, bien sûr, des travaux à risque de contamination externe, à contamination plutôt interne, parce que on a un risque potentiel donc d'exposition interne, ça veut dire l'ingestion donc d'une source radioactive qui peuvent bien sûr par le métabolisme au niveau bien sûr du lait maternel, ils peuvent passer au niveau bien sûr du bébé. C'est bon. Donc ça c'est généralement donc les limites réglementaires. Donc ce sont des valeurs donc moyennes. On a des rapports ou bien on a ces limites réglementaires qui sont propres à chaque pays. Donc il y en a des recommandations de la Commission internationale de protection radiologique, des recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais généralement pour la catégorie A, ça veut dire les travailleurs, on a aux alentours donc de 20 millisieverts. Mais les études donc, récentes, on a bien sûr une tendance, puisque les moyens de protection sont améliorés, donc on a une tendance, bien sûr, à diminuer, bien sûr, ces valeurs de limite réglementaires. Donc, pour les patients, donc, comme nous l'avons dit, on n'applique pas donc, le troisième principe de radioprotection qui est la limitation de dose donc, pour donc, les patients, mais on applique le principe, bien sûr, d'optimisation de dose
Et on applique aussi, à la place de la limitation de dose, on applique le concept des niveaux de référence diagnostique qui ne sont pas des limites de dose, mais qui sont des indicateurs d'exposition pour les patients. Donc, pour bien sûr conclure, donc la radioprotection en milieu hospitalier, donc il faut que les personnes euh, donc il faut que les personnes impliquées dans la prise en charge des patients et qui utilisent les rayonnements ionisants, donc soit en thérapie, soit en diagnostic, doivent avoir une formation adéquate en radioprotection. Ils doivent bénéficier des formations continues en radioprotection. Ils doivent savoir comment mettre en place un programme de radioprotection. Ils doivent aussi, bien sûr, appliquer les principes de radioprotection, doivent utiliser les moyens de radioprotection euh, pour se protéger et pour protéger, bien sûr, les patients. Donc, tout ça, bien sûr, puisqu'on est en Afrique, donc la radioprotection, elle commence bien sûr, à évoluer et actuellement, on est dans la phase de l'implantation des profils qui sont spécialistes en radioprotection au sein des structures hospitalières. Et généralement, à travers le monde, tous les normes de radioprotection, tout, bien sûr, ce qui est en rapport avec la radioprotection, elle est gérée par ce qu'on appelle les personnes compétentes en radioprotection. Les personnes compétentes en radioprotection, ce sont les personnes, bien sûr, qui sont à gérer les programmes de radioprotection au niveau, bien sûr, des services qui utilisent les rayonnements ionisants. Et je pense que cette présentation a, bien sûr, connu sa fin. OK, merci. Merci beaucoup à vous, professeur, pour cette communication qui était vraiment didactique à mon sens. Merci en tout cas pour les efforts et également le temps que vous y avez consacré. Nous allons tout de suite commencer la deuxième partie de notre webinaire de ce matin, la phase de questions et réponses. Donc, pour toute personne ayant des préoccupations, veuillez, comme d'habitude, lever la main. Je vous donnerai la parole et vous allez poser votre préoccupation. Je vais donc attendre quelques minutes afin d'avoir les mains levées et partager la parole. Monsieur, je pense que c'est Belhalia ou Madame Belhalia, vous avez la parole. Merci de vous présenter, de nous dire d'où vous venez et de poser votre préoccupation. D'abord, je remercie Monsieur Mounet. Donc, il présentait encore c'est très important. Il est donc, c'est vraiment, il est riche d'informations. Donc, j'ai une question. C'est quoi la différence entre les sources scellées et les sources non scellées? Merci à vous, Monsieur Belhalia. C'est que je prononce bien. S'il n'y a pas d'autres intervenants, en attendant, je vais donner la parole au professeur. Merci. OK, donc, bien sûr, pour la différence entre les sources et non scellées, donc, généralement, les sources radioactives scellées et non scellées, donc, c'est une question de conservation. Donc, les sources scellées, on peut, se trouvent généralement sous forme solide. C'est bon. Donc, ces sources scellées, on les utilise généralement en cryothérapie. C'est bon. Les sources scellées sont des sources sous forme solide et on peut les incorporer, bien sûr, dans des enceintes de protection sans aucun problème. Par contre, bien sûr, les sources non scellées, les sources non scellées se trouvent généralement sous forme liquide ou bien sous forme gazeuse. Donc, ces sources non scellées, dans les conditions normales, on ne peut pas prévenir, bien sûr, la dispersion de la radioactivité. Par contre, les sources scellées, on peut garantir toujours, bien sûr,
la sécurité des sources. Par contre, les sources non scellées, ils ne sont pas, bien sûr, protégées à 100%. Donc, merci beaucoup. Donc, Merci à vous, je professeur. On va continue donner juste la pour les parole. sources. Donc, pour les sources scellées, donc les sources scellées, par exemple, donc l'exemple le plus concret des sources scellées, les sources scellées se trouvent généralement en curie-thérapie. Donc, les sources d'iridium, les sources de césium et les sources de cobalt sont des sources scellées. Donc, par contre, les sources non scellées, on les trouve généralement en médecine nucléaire. Par exemple, les sources gazeuses, par exemple, le krypton radioactif qu'on utilise au moment de la scintigraphie de ventilation. Par exemple, les sources liquides. Donc, on trouve la musculaire des sources liquides. Donc, ces sources liquides, malgré qu'ils se trouvent dans des bouteilles, on ne peut pas prévoir parce que au moment dit que cette bouteille, donc, elle est formée de verre, on peut avoir bien sûr des cassures. Et ces cassures vont générer bien sûr la dispersion de la radioactivité. Par contre, les sources radioactives scellées, donc si on arrive à incorporer bien sûr, la source, donc on peut prévoir, dans les conditions normales d'utilisation, on peut prévoir bien sûr la dispersion de la radioactivité. Merci. Merci à vous, professeur. Nous allons donner la parole à monsieur ou madame, je pense, Hind Laiki. Merci. Je vous remercie déjà, Monsieur Prof Menir, pour cette présentation qui touche tous les points importants dans son domaine de rayonnement. Ma question, c'est quelle est la période nécessaire pour que le corps excrète toute la radioactivité du corps après un examen en médecine nucléaire? OK, donc merci. Donc, pour l'élimination donc, des sources radioactives en médecine nucléaire, donc on a dit que en médecine nucléaire, on a la propriété que on doit bien sûr combiner les deux périodes, ça veut dire la période physique et la période donc, biologique, donc, pour avoir ce qu'on appelle la période effective, qui est généralement donc, une période qui témoigne sur la durée où bien sûr le radioélément il va persister au niveau du corps. Mais donc, si vous voyez bien sûr la décroissance radioactive, donc la décroissance radioactive, elle est exponentielle. Donc, c'est une exponentielle décroissante. Elle n'atteint jamais zéro, mais plus, donc ça veut dire si on va faire la limite donc, de l'activité A de T lorsque T tend vers l'infini, donc l'activité tend vers zéro. Donc, l'activité, donc, elle n'atteint jamais zéro, mais elle tend vers zéro. Mais généralement, donc, on a une période donc, qui est égale à 10T. Ça veut dire la période d'élimination, donc presque de la totalité de la quantité injectée, donc est égale à 10 fois T. C'est bon, 10 fois la période du radio-LM. Merci beaucoup, professeur. Je pense que je vais laisser la parole à monsieur ou madame LJ. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Dr Lindjom, médecin radiologue. J'appelle de la Côte d'Ivoire. Je remercie le professeur pour l'apprentissage. J'ai une question concernant la justification des doses équivalentes au niveau du public. Je ne sais pas si j'étais distrait ou si le professeur n'a pas parlé de ça. Donc, j'aimerais avoir un éclaircissement par rapport à ça. Je n'ai pas bien entendu la question, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux la répéter? La question, c'est comment quantifier la dose équivalente au niveau du public. Donc, puisque vous avez dit chez le personnel soignant, on peut utiliser le dosimètre, les consorts. Au niveau du public, vous avez dit que ça ne doit pas dépasser 1 millisievert. Voilà. Et donc, je voulais savoir comment on peut utiliser. OK. Donc, pour le public, donc, pour s'assurer, généralement, donc, on ne quantifie pas de façon directe donc, la dose équivalente ou bien la dose efficace pour le public. Mais qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que la zone où le public va, par exemple,
va domicilier, donc on aura une valeur qui ne dépasse pas 1 millisievert par an. C'est bon. Comment on s'assure que ça va avoir lieu? C'est au moment de l'architecture ou bien au moment de calcul de blindage au niveau du service. C'est bon. Donc, ça veut dire, si on aura une salle, par exemple, de radiologie donc, standard, et à côté de cette salle donc, de radiologie standard, on aura une salle d'attente. Donc, ça veut dire le mur qui sépare la salle d'attente et la salle de radiologie, on doit établir un blindage donc, avec des matériaux donc, convenables de telle façon à assurer un niveau de dose qui ne dépasse pas 1 millisievert au niveau de la salle d'attente. C'est bon. Donc, on ne quantifiait pas donc, de façon directe, mais on quantifiait ça au moment, bien sûr, de la conception et de l'élaboration du blindage du service. C'est bon? Merci. Merci à vous, professeur. Nous allons donner la parole à monsieur ou madame Mariem Chekao. Et puis, ce Bonjour. sera après le tour de monsieur Kamara Salif, juste après monsieur ou madame Mariem. Alors, bonjour. Je vous remercie pour la qualité de cette présentation. Pour ma question, je veux juste savoir la différence entre le risque d'une personne être irradiée et le fait de la différence entre irradiation et contamination. Et est-ce que le risque d'être irradié peut être réparable? Et la même question pour le risque de contamination. Et merci. Voilà. Donc, les radiations, donc, les radiations donc, et la contamination, donc on parle donc, des radiations, donc les deux cas, donc, on s'irradie. Soit en irradiation, soit en contamination. Sauf que c'est une question de l'emplacement de la source. Est-ce que la source existe à l'intérieur ou bien à l'extérieur? Donc, au niveau des deux cas, on va voir donc, un dépôt d'énergie, ça veut dire c'est une dose qui sera reçue ou bien qui sera déposée dans les tissus biologiques. Donc, ce sont des dégâts biologiques qui vont avoir lieu et ces dégâts biologiques, donc, il faut les gérer. Donc, comment donc, gérer ces dégâts biologiques? Donc, c'est le système biologique qui intervient pour la gestion des dégâts biologiques. Donc, si le système, bien sûr, génétique sera capable de rétablir les dégâts, donc ça va avoir une très bonne chose. Donc, pourquoi? Parce que le système génétique, il va réparer, bien sûr, les dégâts biologiques correctement. Ça veut dire que les tissus lésés par les rayonnements, donc, ils vont revenir à leur état donc, initial. Donc, sinon, donc, on aura le deuxième cas. Ça veut dire que le deuxième cas, c'est que le système donc, génétique, il n'arrive pas à bien réparer, bien sûr, les dégâts biologiques. Donc, dans ce cas, on aura, bien sûr, deux possibilités. Soit le système, donc, il va réparer, donc, mais de façon erronée, ça veut dire qu'il va réparer les lésions, les dégâts biologiques, mais avec une fausse réparation. Donc, dans ce cas, on aura donc, la possibilité d'avoir des mutations. C'est bon. Donc, ces mutations, ils peuvent conduire par la suite à des tumeurs ou bien à des cancers. Donc, sinon, si le système est défaillant et bien sûr, il n'est pas capable d'assurer la réparation, donc dans ce cas, on aura la mort cellulaire. C'est bon. Donc, ce sont les trois cas de figure. Donc, soit une réparation fidèle, soit la mort cellulaire, soit une réparation non fidèle. C'est bon. Donc, et cette caractéristique, bien sûr, de réparation, c'est celle, bien sûr, qui a été exploitée par donc, les radiothérapeutes pour le traitement des cancers. Donc, il faut savoir que les cellules normales, donc, ils ont une forte capacité de réparation. Par contre, les cellules tumorales, ils ont un système défaillant, donc un système génétique défaillant qui n'arrive pas à réparer les dégâts, bien sûr, causés par les rayonnements ionisants. Ce sera le tour de monsieur Salif Kamara.
Monsieur Salif Camara, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Votre micro est toujours éteint, Monsieur Camara. Je pense que M. Kara aura des problèmes pour- pourra passer à l'étape suivante. Donc, je vais relayer Dr. Pascaline. Professeur Mouni, je pense qu'on va vous passer la parole maintenant pour dire votre mot de fin afin qu'on puisse clôturer la session. OK. Donc, j'espère que j'étais un petit peu clair dans cette présentation. Donc, j'espère que j'ai apporté donc quelques éclaircissements et quelques informations donc, concernant donc, la radioprotection en milieu hospitalier. Donc, et je tiens bien sûr à remercier Dr Cédric Legros pour m'avoir invité bien sûr pour animer donc, cette session de formation. Bien sûr, ça ne sera pas la dernière, donc on aura donc des prochaines occasions bien sûr euh, pour discuter d'autres thématiques, donc en rapport bien sûr avec l'imagerie médicale et aussi bien sûr la physique médicale. Et merci à vous. Merci beaucoup à vous, professeur, pour le temps que vous nous avez accordé ce matin, surtout. Merci pour la qualité des échanges, la qualité de la communication et nous serons très ravis de vous revoir très bientôt. Donc, merci.